Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence où on va parler cybersécurité et plus particulièrement du Cyber Resilience Act. Je vais commencer par me présenter. Enchanté, je m'appelle David Robin, je suis ingénieur solution chez JFrog. Avant d'avoir un joli t-shirt avec une grenouille déguisée en Barbie, j'étais architecte solution sur des projets dans le monde de l'aérospatial. Spécialité sur les architectures cloud publiques, principalement sur du AWS, avec toujours une passion pour automatiser le plus possible la vie des développeurs et les livraisons logicielles, et aussi pas mal de projets où au final la sécurité n'était pas une option, ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler cybersécurité et Cyber Resilience Act. L'agenda, très simple. On va avoir principalement deux temps forts. Le premier, on va découvrir tous ensemble ce qu'est le Cyber Resilience Act, pourquoi l'Union européenne a poussé pour cette initiative, quels vont être les logiciels impactés, ce que ça va demander en termes d'exigences et d'échéances. Et une fois qu'on aura vu tout ça ensemble, on va voir les réponses techniques, puisqu'on est aujourd'hui à Devoxx. Donc globalement, on va voir comment automatiser certaines parties du cahier des charges que l'Union européenne va nous imposer. On va démarrer par le pourquoi, d'accord ? Pourquoi l'Union européenne a voulu mettre en place le Cyber Resilience Act ? C'est né d'un constat. Tout simplement, en 2020, il y a eu des audits et ce que l'Union européenne a retenu de ces audits, c'est que la fréquence des cyberattaques augmente de plus en plus. Donc tout simplement, en partant de ce constat, il y a une volonté d'élever le niveau de sécurité des applications produites sur le territoire européen. Ici, je vous ai mis une petite infographie qui leur donne raison sur ce point-là. Globalement, depuis qu'ils ont pris cette décision-là, ça ne fait qu'augmenter. Les chiffres de 2023 sont supérieurs à de 2022. Et la tendance de 2024 confirme encore que ça va augmenter de plus en plus. Donc, globalement, c'est une bonne idée de vouloir hausser le niveau de sécurité des solutions qu'on produit. Le deuxième driver en fait, pour l'Union européenne, c'était la transparence et des exigences vis-à-vis des consommateurs. On consomme du logiciel, et quand je dis consommateur, c'est moi, c'est vous, c'est aussi les entreprises. Donc ça touche aussi bien le B2B que le B2C, d'accord ? Donc globalement, c'est voilà. J'ai remis aussi. Alors je suis parti du texte de loi pour faire ce talk, faire un petit travail d'investigation, et à chaque fois en fait je cite mes sources dans la mesure du possible. Donc ces deux drivers, on les retrouve assez tôt dans le texte de loi. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer. Cette présentation sera disponible aussi sur internet après, mais globalement le Cyber Resilience Act, c'est ça. Okay, c'est un texte de loi composé en deux parties. Il y a une partie vraiment qui va décrire à qui ça s'applique, tout un cadre légal et toutes les démarches administratives qui vont avec, et une annexe plutôt technique avec des points assez factuels. On va en parler tout à l'heure. D'accord ? Donc globalement, c'est un texte de loi qui prend la forme d'un règlement. Okay ? Un règlement qui va nous imposer un certain nombre d'exigences. Et il y a même une force de proposition d'un framework. Donc ce n'est pas un framework au sens des librairies prêtes à utiliser ou des technologies imposées. C'est plutôt un framework comme on le voit dans le sens de la sécurité, souvent avec un certain nombre de points à respecter. Okay, une sorte de checklist pour avoir l'approbation. Si on résume un petit peu ces exigences et la volonté derrière ça, c'est tout simplement ce petit logo CE qu'on connaît bien, qui est sur pas mal de nos produits. On l'applique au logiciel, et quand on parle de transparence vis-à-vis des consommateurs, que ce soit des entreprises ou des particuliers, c'est l'équivalent de la liste des ingrédients qu'on va appliquer socialement dans le domaine des vulnérabilités. D'accord ? On va voir qu'ensemble, qu'il y a une obligation de transparence vis-à-vis de l'acquisition d'un logiciel par rapport aux failles potentielles qui véhiculent dans telle ou telle version. Okay. Donc, sur les drivers, honnêtement, c'est assez simple. Comme on est dans cette phase d'introduction, j'avais choisi aussi de vous mettre juste un petit slide, parce que c'est une question que j'ai eu pas mal de fois en fait en parlant de ce sujet, la différence avec le NIS2. Le NIS2, c'est également une loi européenne pour renforcer également la sécurité. La différence, c'est le scope. Le Cyber Resilience Act, c'est sur le logiciel et la software supply chain. Le NIS2, c'est plutôt network et système d'information. D'accord ? Donc, deux lois complémentaires. Maintenant, qui est concerné ? Peut-être là où je vais vider la salle, vous me dire ça ne me concerne pas, je m'en vais. Mais manque de chance, on va voir qu'ils ont prévu de plus ou moins en fait inclure quasiment tout le monde. On va le voir ensemble. Donc, à nouveau, on part du texte de loi.
La phrase volontairement volontairement vague pour être future-proof, c'est « Le règlement proposé s'appliquera à tous les produits comportant des éléments numériques dont l'utilisation prévue et raisonnablement prévisible comprend une connexion logique ou physique directe ou indirecte à un appareil ou un réseau. » Donc, on ne parle vraiment pas d'Internet, mais voilà, mon laptop, peu importe qu'il soit connecté à Internet ou pas, il se connecte à autre chose. Donc tout ce qui tourne sur mon laptop, ça y est. Globalement, ce n'est pas un texte en annule et remplace, c'est plutôt un texte qui va combler un vide pour tout ce qui va être dans cette définition qu'on va enrichir au coup d'après. Mais je vous ai juste mis une petite infographie à nouveau tirée du texte de loi. Il y avait déjà des législations en place pour certains champs d'intervention, comme par exemple des logiciels plus à destination de dispositifs médicaux, de véhicules embarqués. Ceux-là, ils gardent leur réglementation. Okay, donc, ce n'est pas annulé et remplace, ça vient compléter et pallier un manque pour tout le reste, en fait, quasiment. Donc, si... alors, je vous ai mis la phrase vaste, mais en fait, il y a pas mal de petits paragraphes, de petits alinéas. Donc, travail d'investigation un peu en mode Hugo Décrypte, ça donne en fait le résumé suivant. Dès que je distribue un logiciel à quelqu'un, à un tiers, une entreprise, donc une solution, n'importe quoi, de contact que je déploie chez les clients, etc. Dès qu'on vend quelque chose qui va tourner sur un dispositif qui se connecte, on est dedans. Et c'est une loi, donc il y a de l'interprétation de la loi, mais pour l'instant, toutes les interprétations sont d'accord pour dire que ça inclut toutes les applis mobiles. D'accord ? Donc en termes d'impact, c'est assez grand. Dans la volonté du Cyber Resilience Act, c'est la vocation de toucher que ce qui est commercial, donc d'exclure l'open source. On parle dans un instant de ce qui va être exclu, mais vous avez vu que j'ai mis une petite astérisque. Dans la vie, ça ne sera pas forcément aussi simple que ça. Donc on va parler de ce qui est en dehors du scope. C'est évidemment ce que je ne distribue pas. Donc on peut dire une solution SaaS, elle est exclue. Mais, je vous ai souligné un petit paragraphe, mais si on lit un petit peu plus en détail, on voit que le SaaS peut être inclus dans la mesure où il y aurait une relation un peu de transitivité. C'est-à-dire, je me retrouve avec un dispositif qui lui est éligible, il communique avec un service SaaS. Si mon service SaaS est compromis, il peut compromettre l'autre solution. Du coup, le SaaS devient éligible au CRA. D'accord ? Donc, en gros, on va exclure les pure players. Donc, le site lemonde.fr, si je m'attaque au site, ça, c'est pas dans le scope du CRA. Par contre, l'appli mobile lemonde.fr, elle y est. Et quand je parlais de zone d'ombre, on va commencer un petit peu à les voir ensemble. Évidemment, l'idée, c'est de donner une vue générale dans le temps qui nous est imparti. Mais imaginez, voilà, je commence à appeler en fait des web services dans mon appli mobile qui est censé être pure player. Si mon site au final est compromis, je peux potentiellement avec un appel web service reconfigurer quelque chose dans mon appli, introduire une autre faille, avoir des données qui n'étaient pas souhaitées, qui sont échangées, des choses comme ça. Il y a aussi une notion de transitivité et ça ne sera pas si simple dans les faits. L'open source est exclu. On a dit par exemple on s'attaque que aux logiciels qui sont dans une démarche commerciale, mais je suis éditeur logiciel, je donne une partie de ma solution en tant que module open source. Ça, c'est pareil, c'est une zone grise qu'il faudra un peu défricher, je pense, au cas par cas, suivant ce que font les modules et suivant le modèle commercial. Mais voilà, ce n'est pas si simple que ça. Autre exemple, VLC, c'est open source. Je suis fournisseur d'une édition, d'une box que je distribue, j'inclus VLC. Je deviens potentiellement responsable du fait que VLC va répondre au cahier des charges du Cyber Resilience Act. D'accord ? Donc, une notion de transitivité à garder en tête, mais en tout cas, le texte de loi, lui, se veut vraiment là pour toucher que les acteurs du monde commercial. En plus de ce scope, de ce champ d'action qu'on a vu qui est assez vaste, il y a une volonté d'avoir deux catégories différentes. Une catégorie qui va concerner 90% des éditeurs de logiciels. D'ailleurs, vous voyez que ça, c'est une infographie qui vient du site aussi officiel de l'Union européenne, où il y a déjà quelques exemples d'applications. Et on voit que c'est assez vaste, en fait, dans le champ d'action. Il va y avoir la catégorie par défaut. Cette catégorie par défaut, elle va nous permettre de nous auto-évaluer. Ça ne veut pas dire qu'on risque rien, mais ça veut dire que sur ce cahier des charges qu'on va voir ensemble, en tant qu'éditeur, on va pouvoir dire « Ok, je le respecte, je fais toutes les démarches administratives, mais je n'ai pas besoin, à contrario des catégories critiques, qu'un tiers vienne m'évaluer et me donner le go. » Donc il y aura des autorités certificatrices qui seront nommées par l'Union européenne. Et quand on est dans la catégorie critique, vous avez vu sur les slides d'avant, c'est plutôt des solutions liées à la sécurité. Il y a encore deux sous-niveaux entre critique 1 et critique 2
Critique 1, c'est dès qu'on touche à la sécurité. Vous voyez qu'il y a un exemple là, ici, le password manager, par exemple. Et notre critique 2, c'est plutôt, pareil, des solutions liées à la sécurité, mais qui, par leur compromission, vont compromettre d'autres systèmes. Donc on retrouve ici le système d'exploitation, ou tout ce qui est opérationnel, tout système qui pourra agir sur un autre. Celui-là, il est plutôt catégorie 2. D'accord ? Dans l'annexe du texte, il y a encore plus d'exemples. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est catégorie par défaut, auto-évaluation, mais ça ne veut pas dire qu'on est dispensé, puisque s'il y a un audit, on sera soumis aux pénalités qu'on verra ensemble tout à l'heure. Mais par contre, on n'a pas de blocage à la mise sur le marché. Catégorie critique, pour avoir le droit d'être mis sur le marché une fois que le Cyber Resilience Act sera en place, il faudra être certifié par un tiers. Donc ces certifications, elles vont porter sur quoi? Quelles sont les exigences? Jusque-là, on a vu quel était le scope, pourquoi le Cyber Resilience Act était né. Maintenant, on va voir ce qu'il faut implémenter. Donc ça se découle en deux volets, et en fait, ça, c'est vraiment décrit dans les parties annexes. Okay, donc tous ces points que je vous donne là, ils sont au tout début dans l'annexe écrits noir sur blanc. D'accord. Alors autant moi je ne suis pas juriste, je suis ingénieur, j'ai eu du mal à lire la première partie pour trouver pourtant des réponses simples. En gros, est-ce que tel logiciel est impacté ou pas? Autant l'annexe, ça m'a rappelé toutes les RFP que je remplis. C'est presque, alors peut-être ça va au moins nous simplifier la vie sur les RFP, mais en tout cas les demandes sont précises et claires. Donc on ne peut pas dire que c'est flou à ce niveau-là. Dans les exigences administratives, il y a des nouvelles démarches pour se déclarer un produit, de l'identification des lots. Donc globalement, vu qu'on va le voir tout de suite après, des garanties sur les CVE, il faut être capable de tracer. Je prends un exemple, par exemple, la boîte à histoire de mes enfants, elle arrive avec un firmware et aussi un logiciel que j'installe sur mon laptop. Si je l'achète 2 ans plus tard, peut-être que le firmware a évolué, et s'il y a eu des CVE découvertes sur la première version du firmware, voilà, le consommateur a besoin d'être alerté. Donc en gros, des identifications des lots est vraiment un parallèle avec ce qui existe dans le monde agroalimentaire où j'ai un paquet de biscuits, j'ai une farine qui a un agent pathogène, on rappelle les lots. D'accord ? Donc en termes de transparence, c'est vraiment quelque chose qui est pas... Ça va être contraignant, mais c'est pas, on peut pas reprocher que ce soit un driver flou, ça a du sens. Parce qu'aujourd'hui, si je prends un paquet de gâteaux et que sur la liste des ingrédients, je veux marquer c'est un secret, ça va plutôt m'effrayer. Dans le logiciel, tout le monde trouve ça normal. Donc là, ça sera pas simple, forcément pénible, mais au moins derrière, il y a une vraie logique. Mais par contre, il y a des vraies contraintes. Il y a notamment de garder une traçabilité sur 10 ans de tous les audits pour chaque produit sorti, et aussi des requirements en termes de documentation technique, des diagrammes de conception. Tout ça, c'est écrit noir sur blanc dans l'annexe et dans le texte. Maintenant, niveau technique, sur ce on va passer le plus de temps puisqu'on est ici à Devoxx. Je vais vous expliquer rapidement le code couleur et je vais commencer par les points bleus. Les points bleus, c'est les points qui vont être du ressort du design applicatif. En termes de DevOps, on ne pourra pas automatiser énormément, ça va plutôt être au niveau de votre architecte logiciel d'implémenter ces nouvelles obligations. Donc, tous ces points, c'est l'annexe, c'est l'annexe 1, et ils sont listés noir sur blanc. Donc, gestion de la configuration, restauration à l'état d'origine, on va revenir sur ce point-là, parce que hormis ce point-là, je trouve que tous les autres ont du sens, à peu près, enfin, en termes de sécurité. Contrôle d'accès, donc c'est globalement la mise en place d'un système de permission, RBAC, contrôlé avec login mot de passe, des choses très classiques. Dans la partie data protection, donc ici j'ai factorisé, mais on va retrouver tout ce qui est demandé en termes de chiffrage des données en transit, chiffrage des données au repos, faire attention au traitement des données personnelles, etc. Isolation vis-à-vis d'autres systèmes, que si le système est compromis, il en compromette possiblement pas d'autres. Communication contrôlée, ne pas exposer plus de ports que nécessaire. Avoir des logs d'audit pour pouvoir savoir ce qui s'est passé, quel a été l'historique sur le système en cas d'incident. Tout ça, ça a du sens. Pourquoi j'ai mis le premier point avec un astérix? Ça m'a rappelé quelques expérimentations sur une console Nintendo. Souvent, quand il y a un matériel qui est fourni avec un firmware, les vulnérabilités sont découvertes a posteriori. Donc ici, le texte, il précise bien restauration à l'état d'origine. Il aurait précisé restauration à une configuration d'origine ou juste les réglages d'usine. J'aurais trouvé ça en fait safe. Mais l'état d'origine, souvent, c'est une erreur parce que c'est par là que commencent les premiers hacks. Parce qu'on a eu un firmware qui est sorti, par exemple le use case de la Nintendo DS. Il y a des vulnérabilités dessus. La première chose qu'on fait quand la console doit être hackée,
bah, c'est de downgrader le firmware et puis de revenir. Donc Nintendo, ils ont compris ça. Dans la Switch, ils ont prévu un système où on peut pas revenir en arrière sur une version du firmware. Mais globalement, à part ce point-là, il y a pas mal de sens, en fait. Les 2 points verts, c'est les points sur lesquels le DevSecOps va pouvoir nous aider. Parce qu'il y a une échéance à court terme qui va être la déclaration des incidents et de prévenir les consommateurs en cas de découverte d'une faille critique. Donc, une fois que le produit a été mis en vente, pendant tout son cycle de vie. Et donc, il va y avoir une gestion des CVE et des incidents pendant 5 ans minimum. Alors, il n'y a pas de maximum. Le maximum, ça sera la durée de vie du produit. D'accord ? Donc, obligation de déclarer les incidents. Et ensuite, dans un second temps, il y aura obligation d'y remédier avec un système de mise à jour. Donc, en fait, en gros, une garantie et de la transparence sur les vulnérabilités. Parce que quand j'achète un produit, je dois être au courant des vulnérabilités qui ont été publiées, d'accord ? Et je dois avoir, une fois que le Cyber Resilience Act sera complètement entré en vigueur, une façon de mettre à jour pour corriger ces vulnérabilités, d'accord ? Un dernier point qui est un peu à part, puisqu'il ne concernera pas tous les types de solutions, la dose protection, il y a un paragraphe pour ça, une demande sur ça, je l'ai mis un petit peu à côté. Donc, comme on est aujourd'hui à Devoxx, on va se concentrer sur les points qu'on peut solutionner avec la partie DevSecOps, d'accord ? On les verra donc dans le second temps. Là, on va voir maintenant ce qui se passe si je me déclare conforme et qu'en fait, j'ai pas déclaré mes incidents, que quelqu'un, par exemple, a été victime sur un dispositif connecté d'une attaque par le biais de mon logiciel et que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Les pénalités, ça va commencer par une chose très simple. Le retrait ou rappel du produit. D'accord ? Donc on voit bien un petit peu les 2 cas de figure. C'est si je suis dans la catégorie critique et que je ne le respecte pas, de toute façon, je ne peux pas rentrer sur le marché. Par contre, si je suis dans la catégorie que je disais tout à l'heure, où je me réjouis, je suis en fait en mesure de m'auto-approuver, non. En fait, si demain il y a un problème, on retire du marché. Sinon, aussi, il y a des amendes qui peuvent aller à 6 ou 7 chiffres. Voilà, donc pareil, il y aura certainement, ça c'est plus la partie légale en cas de litige, mais c'est pas quelque chose, en fait, en gros, ce qu'il y a dans le texte, ça dit que juste l'Union européenne prend pas ça à la légère. Donc maintenant, comment on répond à ça ? Comment on en tire presque un avantage ? Comment on s'y adapte ? Je rappelle, au niveau DevSecOps, ce qu'on va pouvoir automatiser, ce qu'on va pouvoir gérer, ça va être ces parties qui vont concerner principalement les incidents de sécurité et les CVE notamment. Donc la gestion des CVE pendant 5 ans. Donc ici, c'est bien 5 ans minimum, mais la formule c'est un max, d'accord ? Puisque c'est le plancher, 5 ans. Et la capacité de les déclarer, d'automatiser ça, sachant que il y aura des applis vraiment très diverses, une appli mobile peut-être mise à jour plusieurs fois par jour, un firmware de la boîte à histoire de mes enfants peut-être mis à jour une fois tous les 6 mois, d'accord ? Donc il y a des use cases différents. Donc ça, il faut pouvoir, à chaque fois qu'on sort une nouvelle version, automatiser et garder ça sur 5 ans pour chaque release, pendant la durée de vie du projet, pour être capable de notifier le consommateur ou le client, d'accord ? Premier temps. Deuxième temps, mise à jour sécurisée et remédiation, donc une garantie sur ces CVE. Donc il y a vraiment deux étapes bien différentes. Donc ça, c'est pas anodin. Et encore une fois, c'est écrit noir sur blanc dans l'annexe. Alors il n'y a pas le mot CVE, mais ils emploient le mot vulnérabilité et ils décrivent le format standard courant pour les déclarer. C'est pour que le texte soit future-proof, mais actuellement, il n'y a pas 36 formats. Donc pour résoudre ce problème-là, en fait, c'est un effort sur toute la chaîne d'approvisionnement logiciel. Donc ça, c'est un schéma que vous devez sans doute bien connaître à Devoxx. Et les petits panneaux danger, parce qu'à chaque endroit de la chaîne, on va avoir des attaques différentes et on va avoir potentiellement des sources de CVE qui vont globalement nous pourrir la vie pour répondre à ce cahier des charges. Donc j'ai choisi de vous montrer un petit peu ce qu'on peut mettre en place de gauche à droite. Alors je précise qu'il y a des logos JFrog parce que flemme de refaire des diagrammes que j'avais déjà, mais il n'y a rien de spécifique à JFrog, okay, c'est que des concepts. Il n'y a rien à vous vendre sur ce talk qui est communautaire. Les principes peuvent être appliqués avec absolument d'autres outils. Ce qui est important, c'est de comprendre la nature des attaques à chaque endroit et l'outillage, les risques, les compromis à chaque endroit de la software supply chain. Donc on commence à gauche. À gauche, producteur, en fait, on produit du code source et globalement, au fur et à mesure de nos besoins fonctionnels, on va tirer des dépendances.
Donc déjà, la première idée, ça va être contrôler ces dépendances. En gros, si mes développeurs ont le droit de ramener sur Internet tous en contrôle, ma vie sera plus compliquée. D'accord ? Donc la première idée, c'est de centraliser et si possible avoir des proxys avec un processus qu'on appelle la curation, les curated components. Okay, c'est le fait de réduire cet ensemble à un sous-ensemble et d'avoir un contrôle, d'avoir une barrière possible. Ça, il y a des outillages, on peut mettre des règles après en place, un peu comme un firewall sur les packages. D'accord ? C'est l'idée parce que si je mets un point de contrôle ici, comme on voit au milieu, l'idée, ça sera après de bloquer, autoriser si c'est un package malicieux, ou là, comme dans l'exemple, s'il y a une CVE critique, puisque ça m'évitera de partir sur un nouveau développement en ayant déjà des CVE sur lesquels j'aurai une garantie de 5 ans après. Ça, c'est pas toujours possible parce qu'on ne contrôle pas forcément le réseau, parce qu'on n'a pas forcément cet outillage-là, mais tout n'est pas perdu. Il y a ici 2 outils sur le slide, mais il y en a en fait 2 autres cachés. Alors, la première chose, c'est que en partant de mon repo de source, j'ai une info sur les dépendances que j'utilise. Donc cette info, je peux l'utiliser dans l'IDE, un plugin, je peux l'utiliser en ligne de commande, ça c'est pas mis dans le slide, mais voilà, il y a des outils qui parsent, qui font des audits en fait, qui vous génèrent la liste des CVE à date par rapport à vos dépendances, et puis il y a des depend-out. L'autre outil caché, il est entre la chaise et le clavier, c'est le développeur. C'est aussi le mindset de ne pas forcément tirer une librairie maintenant si elle n'est pas obligatoire. Parce que cette librairie qui va nous simplifier la vie, peut-être parce qu'on va en utiliser peut-être 10% pour répondre à un use case. Par exemple, des librairies qui font des menus qui en permettent d'en faire dans tous les sens. Le mien si j'ai un menu qui est très simple à faire, je vais être tenté d'aller prendre ça pour peut-être pas le faire à la main et gagner 2 heures. Mais par rapport à ce qu'il va ramener comme dépendance par transitivité, il va peut-être me compliquer la vie. Donc il y a aussi, comme outil caché, à cette étape-là, le mindset du développeur. Et ça sera très différent suivant les écosystèmes. Il y a des langages un peu comme le Go, où la philosophie, c'est justement pas trop de dépendance tierce. Et puis il y a des écosystèmes comme NPM, où là, c'est la terre entière de dépendance. Donc c'est assez compliqué, mais voilà, ce mindset-là sera aussi important. Et ça, c'est tout ce qu'on peut faire pour protéger en début de chaîne. Ensuite vient le build. Je valide quelque chose, je valide une pull request, je peux amener des nouvelles dépendances. Tout simplement, par exemple, je dockerise. Okay, c'est très simple, là c'est une addition. À ma somme de vulnérabilité de ma code base s'ajoute celle du conteneur Docker. Là encore, plusieurs façons d'y répondre. Je peux faire des conteneurs from scratch. Moins j'amène de dépendance, globalement, plus ma vie sera belle. Okay, donc il y a aussi des façons de construire qui peuvent nous simplifier la vie, mais là je donnais l'exemple d'un build qui va ramener des dépendances par composition, mais il y a aussi juste le simple fait de résoudre les dépendances à nouveau. Pareil, je peux bloquer mes versions, comme ça mon build il est résilient dans le temps, mais à chaque build suivant, potentiellement ça dépend comment j'ai spécifié mes dépendances, mais je peux ramener une nouvelle version. Okay, si j'ai dit que moi je bloque en version 4.2.x d'un package donné en NPM, premier build, je vais tirer la 4.2.2, puis au build suivant 4.2.3 qui contient une CVE. D'accord ? Donc ça c'est des informations de build, et donc il faut que j'ai les moyens d'auditer ce qui se passe, potentiellement de failer mon build si j'ai introduit une nouvelle vulnérabilité, de contrôler et d'auditer. D'accord ? Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être que le build, c'est aussi une question en termes d'auditabilité et de sécurité. C'est un moment où on peut avoir la provenance. Une fois qu'on a des artefacts, une fois que j'ai une release, si jamais il y a un incident, je veux regarder cet artefact, ou cette release, comment elle a été produite, comment ma CVE est arrivée. C'est bien de garder ce lien, et ça, c'est préconisé par un framework de sécurité qui s'appelle aussi SLSA, où on vous demande de garder des infos de provenance. Nous, c'est un outil aussi, un format qu'on a offert aussi à la communauté qui s'appelle le build info, sur buildinfo.org. L'idée de ces deux concepts en fait sont les mêmes, parce que la provenance c'est un concept générique et build info ou le format in-toto, c'est 2 formats pour y répondre. Ce ne sont que des propositions. Ce qui est important, c'est d'avoir la provenance. Okay, pourquoi ? Parce que, pareil, comme je disais tout à l'heure, le scope est très large. On va avoir des applications vraiment de nature très très différente. Okay, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que pour des binaires natifs, comme j'ai mis là, le build, c'est le seul moment où je peux remplir l'exigence du CRA.
Pourquoi? Je prends une application Java que je package dans une image Docker. Java, je vais avoir un Uber jar, peut-être un jar self-exécutable que je reproduis avec Spring Boot, un jar qui contient d'autres jars. Donc en gros, ce que j'aime bien donner, moi, c'est l'image du Ferrero Rocher. Cette image, c'est un Ferrero Rocher, je le coupe en deux. Je vois que j'ai une noisette, de la pâte à tartiner, une petite gaufrette croustillante, des petits éclats de noisettes, un nappage chocolat. Je peux identifier les éléments, d'accord? Ça, c'est mon J2E. Quand je vais scanner une image Docker, même si je n'ai pas les infos de build, je vais retrouver mes layers, je vais décompresser, je vais voir que dedans, j'ai des packages Debian parce que mon image de base, c'est une Ubuntu. Je vais trouver la version du JDK, je vais trouver les jars inclus dans mon jar. C'est des artefacts construits par composition, d'accord? Maintenant, je remplace mon Ferrero Rocher par un chamallow. Coupe en deux. Problème, je peux intuiter qu'il y a du sucre, mais par manque de bol, c'est une version light. En fait, j'ai paumé cette liste d'ingrédients. Je la connais qu'au moment du build. C'est ma recette, d'accord? Donc ça sera vrai pour tous les binaires natifs. Si j'ai fait du C++ et que j'ai pas du linkage dynamique, mais que j'ai du linkage statique, cette recette, elle est vitale et il n'y aura pas de plan B. C'est-à-dire qu'une fois que mon binaire il est sorti, pour garder sa liste des dépendances qui ont servi à la construire, si demain j'ai une faille de sécurité sur la version zlib 1.26, bah, je dois savoir qu'il a été construit avec la version zlib 1.26. D'accord ? Donc ces informations de build, ça va être, suivant les langages, potentiellement le seul moyen. Je dis potentiellement parce qu'il y a des formats peut-être de binaires natifs où on peut shipper comme ça un petit fichier de métadonnées. On ne sera pas complètement démuni. Mais globalement, retenez bien ça, c'est que ces infos de build, dans tous les cas, ça sera toujours une bonne idée de les avoir, même si on a un artefact par composition, parce que c'est aussi de la traçabilité. D'accord ? Donc ça, c'est un concept qui est vraiment important. Du coup, qu'on a un artefact par composition, qu'on ait gardé trace des dépendances au niveau du build, on va se retrouver avec un concept super important pour répondre aux exigences du Cyber Resilience Act, qui est le SBOM. D'accord ? Le SBOM, c'est le Software Bill of Material. C'est cette fameuse liste d'ingrédients. C'est pour ça que je vous ai mis un petit peu l'étiquette du pot Nutella au début. En fait, maintenant, c'est ce qu'il faut avoir pour répondre aux exigences de façon simple. Et ça, il faut l'archiver, minima 5 ans, pour toute release en production distribuée, maxima, durée de vie du produit. D'accord ? Si elle est supérieure à 5 ans. Donc ça, concrètement, bah, c'est très simple. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la liste de toutes les dépendances qui tournent potentiellement, qui sont, même si elles ne sont pas utilisées forcément au runtime, okay, tout ce qui inclut ma release. Et de cette liste, bah, c'est de ça en général qu'on déduit la liste des vulnérabilités. Okay, puisque les composants courants vont être victimes. On va publier des vulnérabilités a posteriori, des fois, comme par exemple sur l'exemple de Log4j. Et donc c'est ça, en fait, c'est ce matériau brut qui va nous permettre de répondre aux exigences. Donc ici, c'est une liste qui existait déjà à l'instant T, mais si demain, hop, je vais remettre sur le slide précédent, j'ai une nouvelle vulnérabilité qui est découverte, voilà, sur le framework Netflix là, pour faire du GraphQL, hop, je serai en mesure de déclarer l'incident tel que demandé par le Cyber Resilience Act. D'accord ? Enfin, le dernier point aussi, quand on est entre le consommateur, ça va être de contrôler les mises à jour, puisque, premier temps, je vais devoir, on va dire, déclarer mes incidents, mais je vais surtout devoir, après, y répondre avec un mécanisme de mise à jour sécurisé. Donc ça, en fait, globalement, les mises à jour, ça va être, encore une fois, injuste. Sur les applis mobiles, bah, ça va être plus simple parce qu'il y a déjà, entre guillemets, un cadre pour faire ça. Tout à l'heure, on a vu que le jeu vidéo, c'était éligible. Si je distribue par Steam, j'ai déjà un couloir. Mais sur la boîte à histoire de mes enfants et du logiciel qui tourne sur mon laptop pour l'alimenter en histoire, là, c'est aux développeurs de faire ce qu'il faut. Et attention, à cette étape-là, il y a des pièges. Il ne faut pas que ce flux de mise à jour il serve à installer quelque chose de malicieux. D'accord ? Donc ici, on va retrouver de la version, des problématiques d'authentifier les nouvelles versions avec de la signature digitale. La signature, ça ne suffit pas, il faut regarder qui a signé. D'accord ? Donc il y a aussi des problèmes de traçabilité et on va dire de recording, d'enregistrement et de registre pour voir en fait qui a signé l'artefact et qui a signé potentiellement le build dont on parlait tout à l'heure de l'artefact. Okay ? Donc tout ça, ça fait partie d'une chaîne de confiance à établir, d'accord ?
Et aussi, ce qui peut aider, c'est de contrôler les points de distribution. Donc pour ça, je vous ai mis quelques pointeurs. Par exemple, il y a aussi, on parle beaucoup en ce moment pour ces problématiques-là de TUF, The Update Framework, qui contient, pareil, un framework et aussi des solutions pour répondre à ces besoins, donc principalement de la signature digitale. Nous, chez JFrog, on a aussi un outil qui va faire en fait la même chose, qui va partir d'un binaire, on va dire signé, ou d'un ensemble de binaires correspondant à une release qu'on va signer au plus tôt possible et qu'on va distribuer à des points de distribution qu'on contrôle. Donc pareil, là je vous donne aussi un exemple avec notre solution de distribution, mais tous les cas sont de la nature. Par exemple, il peut y avoir aussi de la distribution sur un repo NPM public pour un SDK ou quelque chose. Là, il faut vraiment contrôler le binaire avec ce système de signature et un système de record si on ne contrôle pas le point de distribution pour voir s'il n'y a pas eu, on va dire, un abus de credential quelque part qui fait que quelqu'un aurait publié avec son identité un binaire également signé, mais signé par lui-même sur le repo public. Voilà, il y a des problématiques de confiance qui peuvent intervenir dans cette demande de l'Union européenne de remédier pour une durée minimum de 5 ans aux failles de sécurité. Voilà. Donc, c'était assez dense. Donc déjà, merci d'être là, parce que ce n'était pas non plus peut-être le sujet au titre le plus clickbait du forum, mais c'est un sujet qui touche beaucoup de monde. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous le présenter aujourd'hui. Et comme je sais que ça fait beaucoup, je ne voulais pas qu'on se quitte avant de passer aux questions sans l'essentiel. D'accord ? Donc les points à retenir, le premier, c'est le scope. C'est vraiment ça qui ressort du CRA, c'est que ça complète un grand vide et que ça inclut quasiment tout le monde avec cette notion aussi de transitivité. Donc tous les logiciels commerciaux distribués avec une connectivité et pas forcément Internet, donc je les connecte, donc vraiment plein de choses, des wallets de crypto, des applis mobiles comme on l'a vu, tout ça maintenant, il y a une réglementation, d'accord ? Les sous-catégories, défauts et critiques, self-assessment par un tiers. Donc ça embarque du monde. Les contraintes, les exigences techniques d'un côté, exigences administratives de l'autre, les CVE sur lesquels le DevSecOps peut nous aider, et surtout les pénalités assez lourdes, retrait du marché, 15 millions d'euros. Et enfin, la timeline. Pourquoi j'ai appelé ce talk, en fait, 36 mois pour s'y préparer. Comment ça s'est passé, toutes les étapes. Donc, il faut savoir que ce n'est pas encore en vigueur, comme on va le voir, mais suite à ces audits et à cette volonté de l'Union européenne, ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre 2022, le premier texte de loi a été publié. D'accord ? Hop. Ensuite, il y a eu quelques errata, notamment au début, quand le texte est sorti, il était très préjudiciable pour les composants open source. Donc il y a eu quelques petites retouches au texte initial. Et là, il est maintenant dans sa forme définitive depuis décembre 2023. Et il y a eu un accord entre le Parlement européen et le Conseil européen pour dire « Ok, la loi est prête à entrer en vigueur ». L'entrée en vigueur, c'est censé être maintenant, début 2024, donc plus le temps passe, moins on est en 2024. Mais encore une fois, voilà, à l'heure où on se parle, j'ai même vérifié encore ce matin, on n'a pas d'infos plus précises que entrée en vigueur début 2024. Donc ça commence à se diriger vers la mi-2024, mais globalement, c'était prévu pour maintenant. Parce qu'au début, c'était le premier trimestre de 2024. Une fois qu'on aura cette date d'entrée en vigueur, on aura 21 mois pour remplir la première bullet du cahier des charges. C'est pour ça que je l'ai mis tout en haut. L'obligation de déclaration des incidents et des CVE. Okay, 21 mois après l'entrée en vigueur. Et ça sur 5 ans. La deuxième date importante, d'où le titre du talk d'aujourd'hui, c'est que 36 mois après, il faut implémenter la totalité. Donc, au début, on a juste à déclarer les incidents, et après, il faut proposer une solution, proposer une garantie et implémenter tous les points bleus, d'accord, si on ne les a pas déjà. Parce que ça peut avoir un impact. Arriver à scanner et à produire le SBOM pour répondre au premier point, ça va. Mais si on n'est pas dans les clous de tout ce qui est demandé dans l'annexe, audit trail, droit d'accès, chiffrement des données, etc. Si l'application a besoin d'un refactoring, 36 mois, ça donne du temps, mais on n'est pas si large pour remplir la totale entre l'administratif et les contraintes techniques. Voilà.
Donc je vous remercie pour votre attention avant de passer aux questions. Sachez que moi, je ne m'enfuis pas après le talk. Je suis aussi sur le stand de JFrog, donc n'hésitez pas à passer nous voir pour en discuter. J'ai aussi, avec mes collègues, ils sont aussi éclairés sur le sujet. Et voilà, on est là aujourd'hui et demain encore. Donc s'il y a des questions, parce que ce créneau était assez court, n'hésitez pas à passer nous voir. Et maintenant, je vais vous laisser la parole. Donc, je crois qu'on va prendre quelques questions pendant le temps qui nous reste. Merci. Est-ce que la transitivité va assez loin? Par exemple, je développe une application cloud, mais pour des services bancaires. Si la banque utilise mes services et elle a une appli mobile, est-ce que du coup, mon cloud derrière doit se faire certifier par transitivité? Alors, c'est très probable, parce que si ton application peut compromettre leur application mobile, de ce que moi j'ai compris, eux devront potentiellement déclarer les incidents par rapport à l'appli mobile, et comme ton application devient un risque, cette transitivité-là, elle est marquée. Quand tu as une solution SaaS qui se met à traiter des données de quelque chose qui est dans le cadre du CRA, elle devient impactée à son tour. Et ça, c'est un point majeur, parce que pareil, je prends une librairie open source, je l'inclus dans ma solution. Si lui déclare une CVE, je vais reprendre l'exemple de VLC, il n'a pas d'obligation d'y répondre, mais moi j'en aurai une. D'accord ? Donc cette transitivité-là, elle est là pour le SaaS, mais elle est là aussi pour les projets open source. Et donc, il faut être en mesure, quand on a pris un projet open source, soit de s'assurer, peut-être s'il y a des acteurs majeurs, qu'il sera maintenu sur ce niveau-là, qui répondra aux exigences, soit de le faire à la place et de contribuer. Et ça, c'était, dans ce que j'ai lu à côté, une volonté. C'est-à-dire que quand on prend un composant open source et qu'on est un acteur majeur, on redonne en fait à la communauté, en prenant en charge en tant qu'éditeur commercial cette partie sécu, qu'on soit prêt à l'assumer. Voilà, c'est aussi dans les textes, c'est ce qui ressort en tout cas de la volonté. Bonjour, merci pour le talk. Quand vous parlez prise en compte des CVE, dans le logiciel, les CVE, elles ont des scores. Et ça veut dire qu'on doit prendre le score le plus bas ou... Alors non, dans le texte, ils mettent... Alors, il y a plusieurs obligations vis-à-vis des CVE, donc de les déclarer. Mais en tout cas, sur les incidents à déclarer, alors je l'ai en anglais, mais tac. Il parle de vulnérabilité critique applicable. D'accord ? Donc il y a une petite nuance sur laquelle on peut jouer. Ça, je crois que je vous l'ai mis aussi dans les slides. On va revenir sur ce slide-là. Voilà. Ici, alors, tac. Hop. Vulnérabilité corrigée. Et j'ai vu en gros, ça parlait de vulnérabilité critique applicable dans le texte français. Les vulnérabilités exploitables, pardon, c'est ça, soit corrigé. Donc, ils disent pas critique. Pourtant, j'ai vu le critique autre part, mais voilà, il y a un flou artistique sur ça. Donc, évidemment, si c'est pas un risque majeur, je pense que si c'est peut-être un outage mineur sur l'application, c'est pas un risque de sécurité. Par contre, voilà, s'il y a une possibilité de prendre la main sur le laptop à partir de l'application qu'on a délivrée, là, oui. Donc, ce qui est sûr, c'est que les critiques et les hautes, il faut les traiter comme des incidents à déclarer. Low et médium, si c'est juste mon application, elle freeze, c'est moins grave parce que c'est pas un risque de sécurité, d'accord, même si c'est une vulnérabilité. Ouais. Oui. J'ai une question sur justement ces CVE. Qui parle à gauche, à votre gauche. Justement sur ces CVE, si on a par exemple la CVE sur Log4j, est-ce que ça veut dire que toutes les applications qui embarquent Log4j doivent elles-mêmes déclarer une CVE? Oui. Okay. Ah oui. Tu as livré la CVE par l'intermédiaire de ton logiciel. Donc le consommateur, il l'a. Comme je donnais l'exemple tout à l'heure, la farine avec un agent pathogène, j'ai créé 10 gâteaux différents, des cookies, des madeleines, etc. avec cette même farine. Ce qui arrive dans l'agroalimentaire, je rappelle tout, en fait. Là, c'est pareil.
Vous avez parlé de la cible, c'est les logiciels commerciaux distribués. Est-ce que justement quand je développe un logiciel en tant que, je sais pas, n'importe une banque ou quoi, en interne, est-ce que je vais être touché par ça potentiellement, enfin tout logiciel construit sur mesure, quoi? Moi, j'aurais tendance à dire non. Quand tu es dans la même entreprise, tu ne le vends pas. Il n'y a pas de logique commerciale derrière, donc non. Enfin, de ce que j'ai lu, voilà. C'est dès que tu as une transaction, dès que tu es un consommateur de ton appli. Donc là, tu es le seul consommateur, donc entre guillemets, c'est toi qui prends le risque. Dans la volonté, c'est pour ça que les pure players sont épargnés. Ça veut dire que eux, de toute façon, bon, ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une faille parce que l'application, elle est publique, mais ils ne te distribuent rien. S'ils se font hacker, c'est chez eux. Les risques, c'est du data leak chez eux. Donc là, à ce moment-là, c'est la GDPR qui te couvre au niveau de tes infos volées. Mais toi, on ne compromet pas en fait ce qui tourne chez toi. D'accord. Donc, un intranet dans une banque, tu distribues à toi-même. Tu es en dehors du scope, pour moi. Je ne suis pas non plus un avocat, mais de ce que j'en ai lu à droite à gauche, ça serait exclu. Ça n'entrerait pas dans le cadre du CRA. Voilà. Ouais. Bonjour, merci pour le talk. J'ai une question sur la gestion des CVE et une deuxième liée à la régulation aussi américaine. Est-ce que le fait d'être conforme au CRA en Europe et aussi on répondrait à la conformité américaine, premièrement. Deuxièmement, sur la gestion des incidents, est-ce que vous parlez aussi de VDR et VEX aussi? Alors, les formats ne sont pas spécifiés, d'accord, pour la partie VDR VEX. Est-ce que c'est l'équivalent du Biden Act? Oui. Tout ça, ça a été aussi lié, il y a eu bien sûr des audits sur la cybersécurité, mais l'incident qui a fait mouche, c'était SolarWinds, parce que le gouvernement américain était impacté, et c'est à ce moment-là où la Maison-Blanche a mis en place l'équivalent de son CRA, d'accord. Donc on s'en est inspiré, et peu de temps après aussi, c'est arrivé en Europe. Donc les deux textes sont similaires, et les demandes sont proches. Il n'y a pas de demande sur un format bien précis, sur le SBOM ou sur les VEX, etc. C'est marqué dans le texte, dans le format déclaration standard, dans les formats actuels, parce que pour que le texte soit future-proof. En gros, faudra déclarer les CVE, quel que soit le format, si à l'avenir, j'appelle ça des CVE pour l'instant, le texte ne mentionne pas CVE, mais s'il y a un autre nom pour les vulnérabilités dans 3 ans, parce qu'on, je sais pas, on change tout, le texte, lui, se veut à l'épreuve de ça. D'accord. Donc il n'y a pas de format imposé. Ce qu'il faut, c'est déclarer les incidents, par contre. Bonjour, merci. Justement, déclaration. Est-ce qu'il est précisé les canaux, comment on doit déclarer, à qui Il y a beaucoup de parties dans l'annexe. Alors cette partie-là, je ne les ai pas lues, je me suis concentré sur la partie technique, mais la partie administrative a aussi son lot de petits alinéas et de textes. Et oui, ils décrivent ce qui doit être fait, en fait, sur cette partie-là. J'ai vraiment lu l'annexe, elle est technique et le framework avec la gestion des CVE, ce qui est demandé, les points, etc. Mais il y a aussi des aides pour la déclaration et ce qui est demandé en termes administratifs. D'accord. Oui, bonjour, merci pour ce talk. Moi, les questions sont plus sur... on parlait de dépendance tout à l'heure, mais des dépendances en tant que composant du logiciel. Est-ce que les outils qui permettent de construire le logiciel sont aussi concernés? Si on a une faille, par exemple, dans Jenkins, GitLab, Artifactory, est-ce que les outils qui permettent de construire le logiciel sont aussi concernés? Non, je ne pense pas, parce que eux, tu ne les distribues pas. Mais ils peuvent être des vecteurs d'attaque. S'ils induisent à la fin une vulnérabilité dans ton produit fini, oui. Voilà. Eux, ils sont un risque, mais l'outil lui-même, comme tu le vends pas, voilà, il est pas, tu distribues pas Jenkins, par exemple. Voilà. Mais Bonjour, il y a une question tout à l'heure sur des applications à usage interne. Qu'en est-il pour des applications qui seraient mises à disposition par une banque, par exemple, pour ses clients? Si c'est une application mobile, elle est dans le scope. Si c'est un site web, il n'est pas dans le scope, guillemets, sauf si, je sais pas, les appels d'API sont utilisés aussi par l'appli mobile, ce qui peut être assimilé à du SaaS, c'est la fameuse zone d'ombre. Donc là, je pense que c'est un arbitrage, mais un site pure player, pas dans le scope. Une appli mobile, comme elle tourne sur votre device, qui se connecte à quelque chose, dans le scope. Merci.
Bonjour, merci pour la présentation. J'ai peut-être un doute, mais je préfère proposer la question. Tu peux avoir une librairie qui a une CVE, mais qui n'est pas impactante pour ton logiciel à toi. Du coup, comment ça se passe dans ce cas-là si tu fournis la preuve que, en tout cas, la CVE ne t'impacte pas? Est-ce que tu es obligé de la déclarer dans le SBOM? Ça sera au légal. Là, c'est marqué vulnérabilité exploitable. Dans ton cas, elle n'est pas exploitable. Je pense qu'il faut que tu justifies dans la documentation qu'elle n'est pas exploitable, justement. Donc, que tu n'utilises pas la partie de la librairie. Voilà. On arrive à la fin du talk. Merci pour vos questions. Désolé.